Chers téléspectateurs de la télévision Burkina Info, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle émission plutôt de la tribune économique. Aujourd'hui, nous parlerons de l'insécurité alimentaire et des grands défis à mettre en œuvre pour venir à bout de cette situation. Et pour évoquer cette problématique, nous recevons sur ce plateau deux invités, à savoir Monsieur Bassiaka Dawo, président de la Confédération paysanne du Faso. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et nous recevons également Azara Remalia Nfondibié Sanogo, conseillère régionale justice alimentaire à Oxfam International. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et je m'avais resté avec vous pour vous poser cette question. Quel état des lieux peut-on faire de la situation sécuritaire en termes alimentaires au Burkina Faso? Merci. La sécurité alimentaire étant définie par la FAO en 1996 comme une situation dans laquelle les populations ont un accès physique à l'alimentation, à la nourriture qui est produite localement, un accès économique et aussi nourriture de qualité, et ces trois facteurs dans le temps. On peut définir l'insécurité alimentaire comme toute phase conjoncturelle ou structurelle dans laquelle ces populations-là sont privées, soit d'une nourriture, en tout cas sur leur lieu de résidence, donc une indisponibilité physique due à l'absence de production ou voilà. Il y a également des situations où ces populations peuvent être privées de l'accès économique à cette nourriture-là, faute de ressources suffisantes. Et ils peuvent également être dans des situations où la qualité de la nourriture qui est disponible n'est pas suffisante pour couvrir leurs besoins nutritionnels. Donc voilà un peu la définition qu'on peut donner de l'insécurité alimentaire. Et à partir de ça, au Burkina, on peut dire qu'une frange plus ou moins importante de la population vit en situation d'insécurité chronique, et également une autre due à des facteurs plus structurels, et une autre couche de la population subit une insécurité conjoncturelle. Et depuis plusieurs années, le Burkina, comme la plupart des pays de la région Sahel, utilise des outils communs, dont le cadre harmonisé, pour mesurer la population qui subit ces stress et cette crise alimentaire voilà, dans le pays. D'accord. Monsieur Dao, en tant que président de la Confédération paysanne du Faso, quel état des lieux faites-vous de cette situation d'insécurité alimentaire? Bien, je pense qu'au niveau de la Confédération paysanne du Faso, quand nous parlons effectivement d'insécurité alimentaire, il faut aller de terre en terre. Ce sont les gens qui n'ont pas accès à la nourriture à tout temps. C'est un peu ce que nous faisons. Mais à notre niveau, quand nous voyons effectivement avec les données que nous avons à notre possession, nous voyons qu'au niveau du Burkina, malgré que nous avons, même si nous faisons une très bonne récolte, il y a au moins 16 provinces qui sont chaque année déficitaires. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas accès à une alimentation décente. Ça veut dire qu'ils sont en insécurité alimentaire. Ils peuvent avoir de temps en temps de quoi se nourrir, mais ils ne peuvent pas assurer leur sécurité alimentaire 12 mois sur 12. C'est comme ça que nous définissons effectivement la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina. Quand une personne physique n'a pas accès à de la nourriture au moment où il veut, ou quelle sorte de nourriture qu'il lui a envie de manger, et là, en sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement de manger tous les jours du taux, qu'on a en sécurité alimentaire. C'est d'arriver effectivement à varier les différents repas dont le corps humain a besoin pour pouvoir s'épanouir. Voilà comment nous définissons la sécurité alimentaire. Mais quand nous prenons l'ensemble du Burkina, aujourd'hui, avec la campagne écoulée, nous avons environ 16 provinces qui sont chroniquement déficitaires. C'est-à-dire que ces 16 provinces-là qui n'ont pas accès à une alimentation décente. C'est-à-dire qu'il y a une insécurité alimentaire. D'accord. Et
Et selon les chiffres, Madame Fondibier, 687 500 personnes sont en situation de crise alimentaire et un instrument a été mis en place, c'est la charte PREJEC. Pouvez-vous nous présenter un peu cette charte-là et à quoi cela se résume? Ok, la charte PREJEC, PREJEC ça veut dire prévention et gestion des crises alimentaires, est une charte qui a été adoptée en 2012 par les chefs d'État de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad, en vue de guider, de conduire en tout cas une meilleure gouvernance de la sécurité alimentaire dans les pays, en vue de sortir de l'insécurité alimentaire structurelle et également donner des standards pour que tous les intervenants, que ce soit les organisations non gouvernementales, les organisations internationales, les agences des Nations Unies, qui interviennent souvent en cas de crise, puissent vraiment se conformer à ces standards-là pour avoir des interventions de qualité. Monsieur Dao, on le sait, la charte a été mise en place et la Confédération paysanne du Faso a un rôle à jouer. À quoi se résume ce rôle-là donc? Notre rôle, effectivement, au niveau de la Confédération paysanne du Faso, c'est un rôle d'interpellation. Parce que connaissant les tenants et les aboutissants de la charte, nous avons obligation, chaque fois qu'il y a une crise qui se profile à l'horizon, d'interpeller les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers pour qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont décidé au niveau de la charte. Donc, notre rôle se résume effectivement à un rôle d'interpellation. D'accord. Et Madame Fondibier, on le sait, la charte depuis 2012, vous l'avez dit, fonctionne. À ce jour, comment se fait cette mise en œuvre de la charte? Comme je disais, c'est un outil, c'est un instrument qui doit fédérer et gouverner les interventions des partenaires techniques et financiers, des ONG qui interviennent lorsqu'une crise alimentaire et nutritionnelle est déclarée dans un pays. Mais à ce jour, on a noté qu'il y a une méconnaissance de la charte par les acteurs, non seulement au niveau des États qui ont signé cet engagement en 2012, mais également les autres parties prenantes qui sont concernées, que sont les partenaires techniques financiers dont j'ai parlé tout à l'heure, les OIG, les agences des Nations Unies. Et donc, du fait de cette méconnaissance-là, la charte n'est pas très bien appliquée. Également, au niveau de la société civile, on dénote une méconnaissance qui ne permet pas de faire un suivi et une veille, comme le disait M. Dao. Le rôle de la société civile, c'est un rôle de veille, c'est un rôle de suivi de l'application effective de la charte. Mais vu que les acteurs de la société civile eux-mêmes ne maîtrisent pas quelles sont les dispositions de cette charte, en quoi est-ce qu'elle engage les États et tous les intervenants, ils sont très peu en mesure d'effectuer de manière conséquente ce suivi-là. En rappel, j'allais rappeler quels sont les piliers de la charte PREJEC. Ces piliers-là gouvernent, on va dire, ce que devraient être les interventions des acteurs. Il y a d'abord l'information et l'analyse de la situation alimentaire. Donc les États se sont engagés à produire une information cohérente, consistante et vraiment sur une base consensuelle. Je parlais tantôt de l'outil cadre harmonisé. C'est un outil qui permet à tous les États de la région de produire une information actualisée et cohérente de la situation alimentaire. L'autre pilier, c'est également la concertation et la coordination. Vous savez qu'il y a beaucoup d'intervenants qui se présentent lorsqu'il y a une crise alimentaire et souvent cette absence de coordination entre les actions va entraîner une certaine déperdition, des gaspillages, en tout cas une situation qui n'était pas souhaitée au départ. Donc un des piliers de la charte PREJEC, c'est vraiment que tous les acteurs intervenants puissent se coordonner, se concerter pour aller ensemble dans la réponse à la crise alimentaire. Le troisième pilier, c'est le consensus autour des instruments qui vont être utilisés pour répondre à la crise alimentaire. Donc, comme je disais encore, à ce jour, il y a une faiblesse, un déficit en termes d'appropriation de la charte au niveau des États et au niveau de tous les acteurs nationaux. Voilà. Et donc, le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'accélérer et d'intensifier cette domestication de la charte conformément aux messages et aux directives que la seconde évaluation de la charte PREJEC qui a été effectuée en 2017-2018 a fait sortir comme point essentiel. D'accord.
Monsieur Bassiaka, je reviens encore avec ce chiffre. 687 500, c'est le nombre de personnes qu'on estime en situation de crise alimentaire. Selon vous, en quoi cette charte-là pourra permettre à ces personnes d'être soulagées et de manger peut-être à leur siété? Bien, je pense que la charte pour nous, à notre niveau, pour pouvoir alléger la souffrance de ces 600 et quelques mille personnes qui souffrent de la faim, c'est d'arriver dans un premier temps à connaître qu'est-ce que c'est que la charte et à maîtriser le contenu de la charte, qu'est-ce que ça veut, tant au niveau individuel, tant au niveau des décideurs politiques. C'est ça qui est très significatif. Comme vous allez dire aujourd'hui à quelqu'un, on a plus de 600 000 personnes qui souffrent de la faim au Burkina, il va te dire, mais sur la base de quoi tu es parti? Même le conseil régional, même le maire de la commune, même le préfet de la commune ne connaît pas ces estimations. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de vulgariser cette charte-là, qu'elle soit connue de l'ensemble des décideurs et des bénéficiaires. Si chacun connaît son rôle et son devoir, à partir de ce moment, des 680 000, on peut gérer leur situation. Parce qu'on sait déjà, si nous prenons la région du Sahel, nous avons 600 000 personnes qui souffrent de la faim. Quelles sont les interventions? Où doit-on mettre effectivement les efforts pour y arriver à satisfaire ces gens? Mais malheureusement, force est de constater que depuis le niveau régional, au niveau de la CEDEAO, l'UEMOA, la charte n'est connue que seulement que d'un certain nombre de décideurs politiques et un certain nombre d'organisations paysannes. C'est ça le mal. Et c'est pour cela que l'atelier que nous avons tenu durant les 2 jours, passé les 48 heures, c'est permettre à l'ensemble des acteurs de connaître qu'est-ce que c'est que la charte de prévention des crises et de gestion des crises alimentaires. C'est ça l'essentiel. Quand on connaît son droit, on a un droit de revendiquer. Mais quand on ne connaît pas son droit, chaque fois on est en attente de la mendicité. C'est pour cela que les 2 jours nous ont permis effectivement de décortiquer la charte et de situer, de donner à chaque acteur quel est le rôle de l'État central, quel est le rôle des collectivités décentralisées en passant par les collectivités au niveau régional, quel est même le rôle du maire de la commune. Et à partir de ce moment, quel est le rôle que doit jouer un chef de famille en temps d'insécurité alimentaire? C'est pour cela que l'atelier de 2 jours nous a permis effectivement de mettre à la disposition de tout un chacun des outils, des appréciations. À travers ces appréciations et ces outils, il peut déjà commencer à dire, si je ne prends garde, d'ici le mois d'août, je serai en insécurité alimentaire. Voilà, c'est comme ça que nous nous apprécions. C'est de permettre à chaque acteur, chaque bénéficiaire, d'avoir des données sur la sécurité alimentaire de son environnement et surtout de sa micro-famille. Si ta famille est en insécurité alimentaire, tu le sais. Si ta région est en insécurité alimentaire ou ta commune, le maire sait que déjà, à partir du mois de juillet, fin juillet, ma commune sera en insécurité alimentaire. Quelle disposition il prend avec les autorités qui décident au niveau régional ou au niveau pays pour pouvoir assurer cette sécurité alimentaire? Voilà un peu, c'est comme ça que nous définissons la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le rôle de tout un chacun qu'il doit jouer, c'est le rôle de veille, d'interpellation et de faire une situation exacte. J'ai encore un sac de maïs, je ne peux pas dire que j'ai en insécurité alimentaire, mais je n'ai même plus encore une tine à la maison, en sachant que je dois faire vivre une famille pendant 1 mois. J'interpelle. Qui doit interpeller? Le décideur politique. C'est le maire, c'est le préfet, c'est le conseil régional et c'est le ministre de l'Agriculture. Voilà, c'est comme ça. Donc pour nous, la télé permettait effectivement d'assurer, d'informer, de sensibiliser, d'interpeller, de responsabiliser tout acteur qui est responsable d'une vie. D'accord. Oui. Pour ajouter à ce que M. Dao est en train de dire, au-delà des chiffres qui permettent de voir le nombre de personnes qui sont en insécurité alimentaire, il y a un autre enjeu qui est celui du ciblage. Comment identifier ces ménages qui sont en insécurité alimentaire? Et là, les intervenants aussi ont pris l'habitude d'utiliser différents outils de ciblage, donc avec différents critères pour évaluer la vulnérabilité des ménages, ce qui aussi peut causer au sein d'une même zone d'intervention ou des zones d'intervention qui sont voisines, des critères différents et donc des ciblages qui vont avoir des résultats différents. Un des enjeux justement de l'application de cette charte, c'est que les acteurs puissent s'entendre
sur des outils harmonisés de ciblage des populations vulnérables afin qu'on puisse avoir les mêmes bases de ciblage et pouvoir toucher des personnes qui ont réellement besoin de l'aide alimentaire ou bien du renforcement de leurs moyens d'existence. Ça, c'est comme elle a si bien dit, on ne peut pas faire un état de lieu en restant au niveau d'une province. Or, aujourd'hui, quand nous prenons un certain nombre de prérogatives que nos responsables, à travers les préceptes, appliquent, on vient au niveau de la province, on dit, bon, la province est en sécurité alimentaire. Mais or, en réalité, ils ne sont pas partis, ils n'ont pas fait le ciblage des départements ou des villages qui sont en insécurité. Donc, cet outil-là nous permet effectivement de responsabiliser tout un chacun pour dire, quand les missions de suivi quittent Ouagadougou et ils vont à Dori, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent dans la commune de Dori. Il faut qu'ils descendent au plus profond des villages pour voir est-ce que dans de tels villages, quels sont les ménages qui sont en insécurité alimentaire. C'est ce qu'elle a bien défini. Il faudrait qu'on arrive effectivement à un ciblage harmonieux et qui profite aux populations. Parce que parfois, on a un ciblage, on se dit, bon, la région de la Boue du Monde est en insécurité alimentaire, on va cibler des familles même qui n'ont même pas besoin. Tandis que de l'autre côté de l'Ouroum, vous avez des familles qui sont en insécurité alimentaire parce que les évaluateurs sont venus au niveau régional ou provincial et ils ont pris la tendance à dire, bon, ce qui n'est pas normal. Donc la charte nous permet effectivement de responsabiliser les acteurs, les décideurs politiques, à faire un meilleur ciblage. Qui a besoin? Qui est en insécurité? C'est ce qu'elle vient de développer. Tant qu'on n'arrivera pas à identifier effectivement les vrais bénéficiaires, ça veut dire qu'on va continuer à faire un travail et ce travail ne profite pas à quelqu'un. Il y a des gens auxquels on apporte de l'aide, mais en retour, ces gens-là prennent cette aide-là pour aller les vendre, monétariser à d'autres. Tandis que ceux eux-mêmes qui en ont réellement besoin n'ont pas été touchés. C'est pour là que nous interpellons, la charte interpelle les décideurs politiques qu'on descende et qu'on touche du doigt quels sont ceux-là qui sont en insécurité alimentaire et qu'on puisse les accompagner. Et lorsqu'on parle de l'insécurité alimentaire dans la charte, on le voit, il y a un réel sérieux qui est mis dans l'identification des personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Mais qu'en est-il de l'autosuffisance alimentaire? Est-ce prôné également dans la charte? L'autosuffisance alimentaire, l'objectif de la charte, c'est d'arriver à une autosuffisance alimentaire de toute la population, en tout temps et en tout moment. C'est-à-dire 365 jours de l'année sur 365 jours de l'année. On doit être en autosuffisance alimentaire. On ne doit pas être en déficit alimentaire. Mais si aujourd'hui, quand nous constatons que nous n'avons pas pu atteindre l'autosuffisance alimentaire des populations, donc il faut mettre en place un mécanisme de prévention. C'est à quand il y en a eu une bonne pluviométrie. Dans les régions du Sahel, il a bien plu, le cheptel est bien florissant, les récoltes ont été bonnes. Mais quand vous prenez la région du sud-ouest, ça a été négatif. C'est ce qui nécessite la mise en place du précepte pour pouvoir effectivement voir quelle est la satisfaction des besoins alimentaires de toute la population. Mais si on n'arrive pas à mettre en place cet outil-là, ça veut dire qu'on travaille toujours, on rame à contre-courant. C'est pour ça qu'on a mis en place les préceptes pour voir au niveau du Burkina Faso avec ces 13 régions agroéconomiques, ces 45 provinces et ces 8000 villages, voir dans chaque village où on a besoin d'un appui de l'État rapidement le plus possible. Précisément ce que nous faisons aujourd'hui, l'État met à la disposition de toute la population des vivres à prix social. Mais force est de constater, c'est pas ceux-là même qui en ont besoin. Le plus souvent, ce sont ceux-là qui ont des moyens d'acheter qui vont aller dans ces boutiques d'État. Or, ce n'est pas ceux-là qui sont dans la nécessité. Mais si, comme elle a si bien dit, si on arrivait à un meilleur ciblage, à connaître qui est en insécurité, en attendant aujourd'hui là, dans la province du Tuy, quels sont les villages qui sont en insécurité alimentaire? Là, l'appui de l'État, ça pourrait se compenser et on pourrait dire merci aux décideurs politiques. Mais malheureusement, on met des céréales à prix social au niveau de toute la population, ce qui n'est pas normal. Parce qu'il y a des gens comme vous,
fonctionnaire salarié, vous avez un salaire à la fin du mois. Si on met encore des vivres à prix social et que vous allez payer. Et les paysans qui n'ont même pas un minimum garanti de revenus, il devient quoi? Et quand il est en insécurité alimentaire, il n'a pas l'argent, il n'a même pas les moyens. Voilà pourquoi on a pensé que le ciblage était nécessaire. Il est vrai que lorsqu'on parle de cette charte, il apparaît indéniable que cette charte est un véritable outil pour protéger les populations vulnérables en termes d'insécurité alimentaire. Et vous l'avez dit, le réel problème, c'est la méconnaissance de cette charte-là. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui doit être fait pour amener le plus grand nombre de personnes à découvrir cette charte-là? Oui, comme je disais, il y a eu une deuxième évaluation de la charte Préjec qui a fait ressortir cette insuffisance-là en termes d'appropriation de la charte au niveau national et qui a recommandé donc la mise en place de comités de veille de la société civile et parlementaire pour assurer une prise en main des directives et des engagements que les États et toutes les parties signataires ont pris et suivre donc l'application de ces engagements-là au niveau des pays. Et c'est pourquoi, effectivement, le comité de veille a pour mission de faire ce travail de vulgarisation de la charte donc à tous les acteurs et parallèlement à faire un travail d'évaluation de l'application de la charte au niveau national. Pensez-vous que ce comité-là pourra venir à bout de cette barrière de méconnaissance? C'est une obligation que ce comité arrive effectivement à lever les défis auxquels il est confronté. Parce que comme si vous avez un maire ou vous avez un élu qui ne maîtrise même pas le contenu de la charte, ça veut dire que vous avez renversé une calebasse et vous êtes en train de laver. Tandis que l'intérieur est sale. C'est comme elle a si bien dit. Pour nous, cet atelier, effectivement, ce que nous faisons, c'est d'interpeller les décideurs politiques. Toute personne à un niveau, même au niveau famille, devant avoir la responsabilité de gérer des personnes, doit connaître cette charte. Et c'est pour cela, après la deuxième évaluation, nous avons vu effectivement que l'ensemble des acteurs et des décideurs ne maîtrisaient même pas la charte. Qu'est-ce que la Confédération paysanne et ses alliés devaient faire, notamment Confédération Oxfam et bien d'autres? On s'est dit, il faut vulgariser cette charte-là pour qu'elle soit maîtrisée et connue de l'ensemble des acteurs. Quand un père de famille sait qu'aujourd'hui je suis en insécurité alimentaire, où dois-je me pointer? Si un maire de commune ou un préfet sait que dans ma province là, je sens déjà qu'il y a l'insécurité alimentaire, quel est mon rôle? C'est un peu ça que nous visons pour nous travailler à travers cet atelier effectivement, de vulgariser, de faire connaître aux uns et aux autres qu'est-ce que c'est que la charte alimentaire, la charte du Préjec, la gestion et prévention des crises alimentaires. Qu'on le veut, oui ou non, Dieu a créé le monde. Et il a mis un certain nombre de suffisances et un certain nombre d'insuffisances. Quand il a des insuffisances, qu'est-ce que soit la même période, l'Europe à un certain moment se trouve en insécurité alimentaire. En 2008, tout le monde, toute la planète a assisté à la crise alimentaire. Où étaient les bienfaits de la technologie de l'Europe? Ils ont été obligés de crier famine à tout le monde pour que chaque peuple, chaque décideur politique prenne des décisions. Si je prends particulièrement au niveau du Burkina, c'est en 2008 effectivement que le Burkina a dit ok, nous allons appuyer la riziculture et nous sommes passés de 100 000 tonnes à 350 000 tonnes de riz aujourd'hui. C'est ça. Quand on connaît une situation, on peut trouver des solutions, mais quand vous ne connaissez pas, vous êtes en train d'accuser les autres tandis que vous-même vous êtes fautif. C'est pour ça que nous nous tenons au niveau de la Confédération paysanne et ses alliés de vulgariser la charte. Même les chefs de famille, les chefs de ménage, qu'ils connaissent cette charte-là, quelles sont ses obligations et quels sont ses devoirs. Et en termes de perspective, que pouvons-nous dire et quelle plaidoirie vous menez autour de cette question de la charte Préjec? Comme je l'ai dit, les comités nationaux de veille de la société civile et parlementaire ont ce rôle-là. Le Burkina est un pays pilote qui vient de mettre en place à la suite de l'atelier son comité de veille. Et dans les autres pays de la CEDEAO, au
Tchad et en Mauritanie, les comités de veille aussi vont se former avec le même objectif, comme on dit, de mener des activités de vulgarisation de la charte et de mener des activités de suivi de l'application de la charte dans les pays, dans le but justement de challenger les États, de challenger tous les intervenants lorsqu'il y a des crises alimentaires, à pouvoir vraiment à la fois intervenir à temps, avoir une réponse efficace pour que les populations vulnérables puissent vraiment recevoir l'aide dont ils ont besoin, mais également de traiter les causes structurelles de l'insécurité alimentaire. Parce que le but de la charte PREJEC, ce n'est pas d'avoir seulement une réponse adéquate aux crises alimentaires, mais c'est de réduire, de prévenir, voire annuler la fréquence des crises alimentaires. Donc, traiter les causes structurelles de l'insécurité alimentaire via donc l'application de la charte PREJEC permettrait aux États d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et donc permettre qu'il n'y ait plus recours à ces dispositifs de gestion des crises alimentaires. Merci à vous, Azara Remalia Mfondivier Sanogo. Je rappelle que vous êtes conseiller régional justice alimentaire à Oxfam International. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, M. Bassiaka Dao, président de la Confédération paysanne du Faso. Merci également de nous avoir apporté votre contribution sur cette thématique qu'est l'insécurité alimentaire et les grands défis pour venir à bout de cette situation. Merci à tous d'être passés sur ce plateau. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la Tribune économique. Au revoir.